Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Vous êtes avec moi ce soir pour quelques heures de lecture sur le canapé de D8. Voyage au bout de la nuit, votre émission littéraire nocturne quotidienne et préférée, je l'espère. Cette nuit en tout cas, on se replonge dans les mémoires de l'écrivain François-René de Chateaubriand avec son œuvre Mémoires d'outre-tombe, où en fait il retrace les différentes étapes de sa vie, en commençant par sa généalogie, ses origines, ses souvenirs d'enfance, d'adolescence, sa carrière littéraire, politique et tout le cheminement en fait jusqu'à la fin de sa vie. Là en fait on est encore au tout début du récit où il se remémore avec nostalgie ses souvenirs en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, dans le château familial, dit le château de Combourg, puisqu'il est issu d'une petite noblesse bretonne. Et en fait, il se rappelle de ses histoires, sa complicité avec ses sœurs, des déboires de son père, de ses longues promenades en solitaire dans les forêts et les parcs tout aux alentours du château, et des histoires de fantômes qui se racontaient aussi avec ses sœurs, puisqu'apparemment, ce fameux château de Combourg de style gothique serait apparemment, comme il l'explique, hanté, puisqu'il nous décrit une présence fantomatique errante dans les couloirs du château la nuit, mais c'est aussi également tout un tas de questionnements philosophiques, aussi par rapport à la religion. Qu'il évoque aussi dans un des chapitres qu'on va poursuivre, et jusqu'à la fin de sa vie où il se rappellera aussi avec émotion de sa fameuse rencontre avec Napoléon de Bonaparte, pour qui il a un sentiment un petit peu mitigé, à la fois de la fascination mais aussi de la crainte et de l'inquiétude vis-à-vis du personnage qu'il décrit justement comme atteint de mégalomanie. On repart donc tout de suite dans la région de Saint-Malo, à la fin donc du XVIIIe siècle. Il est encore très jeune, il est enfant, et il nous raconte donc ses souvenirs d'enfance. Avant de reprendre la lecture, je vous invite à nouveau à nous retrouver, toute l'équipe de l'émission. Pour cela, c'est simple, c'est pratique, ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Il vous suffit de taper #VBN pour nous donner vos impressions, peut-être aussi vos questions par rapport à l'émission. Pour l'heure, restez avec moi. On est ensemble jusqu'aux toutes premières lueurs du jour sur D8, et nous poursuivons la lecture des Mémoires d'outre-tombe de René François Chateaubriand. Très très belle nuit à vous tous. J'allais passer le temps des vacances à Combourg. Ces 2 mois ne furent pour moi qu'un seul accès de jeu. La vie de château aux environs de Paris ne peut donner la moindre idée de la vie de château qu'un seigneur d'autrefois dans une province reculée. La terre de Combourg n'avait pour tout domaine que les landes incultes, et quelques moulins, et les 2 grandes forêts de Bourguet et de Lannoire, dans un pays où le bois est presque sans valeur. Mais Combourg était riche en droits féodaux et en droits honorifiques. 52 paroisses relevaient de son château. Son revenu annuel avant la Révolution s'était élevé quelquefois par le produit des lots de vente à 70 et 80 000 francs. Et il est tombé au-dessous de 10 000 après la suppression des droits féodaux. Ces droits étaient de diverses sortes. Les uns déterminaient certaines redevances pour certaines concessions, ou fixaient des usages nés de l'ancien ordre politique, et les autres ne semblaient avoir été dès l'origine que des divertissements pour le seigneur et pour ses de ses vassaux. Mon père, en arrivant à Combourg, avait fait revivre quelques-uns de ces derniers droits pour prévenir la prescription. Lorsque toute la famille était encore réunie, nous prenions une grande part à ces amusements gothiques. Les 3 principaux étaient le saut des poissonniers, la quintaine et une fois rappelée l'angevine.
Le sceau des poissonniers tirait son nom d'un droit par lequel les marchands de poissons étaient obligés à la Saint-Jean de sauter dans l'étang du château et de lutter ensemble plongés dans l'eau jusqu'à la ceinture. Les paysans en sabots, en braies, en saillons de peau de brebis ou de chèvre, les cheveux longs et éparses, hommes d'une France qui n'est plus, regardaient ces jeux d'un autre siècle. Il y avait un prix pour le vainqueur et une amende pour le vaincu. La Quintaine conservait la tradition des tournois. Elle avait sans doute quelques rapports avec l'ancien service militaire des fiefs. Elle est très bien décrite dans Ducange, et tous les nouveaux mariés de l'année dans la mouvance de Combourg étaient obligés, au mois de mai, de venir rompre une lance de bois contre un poteau placé dans un chemin creux qui passait au haut du Grand Mail. Les jouteurs étaient à cheval. Le baïf juge du camp examinait la lance et déclarait qu'il n'y avait ni fraude, ni dol dans les armes. On pouvait courir 3 fois contre le poteau, mais au 3e tour, si la lance n'était pas rompue, les gabeurs de tournois champêtres accablés de plaisanteries, le jouteur maladroit qui payait un petit écu au seigneur. La foire appelée l'Angevine se tenait dans la grande prairie de l'étang, le 4 septembre de chaque année. Les vassaux étaient obligés de prendre les armes, ils venaient au château lever la bannière du seigneur, et de là, ils se rendaient à la foire pour établir l'ordre et maintenir un péage de bestiaux dû au comte de Combourg. Espèce de droit de souveraineté à cette époque où mon père tenait table ouverte et on dansait pendant 3 jours. Les maîtres dans la grande salle au raclement d'un violon, les vassaux dans la cour verte au son d'une musette. On chantait, on poussait des acclamations, on tirait des coups de fusil. Ces bruits se mêlaient au mugissement des troupeaux de la foire, la foule se répandait dans le jardin et dans les bois, et du moins une fois l'an, on voyait à Combourg quelque chose qui ressemblait à de la joie. Ainsi, j'ai été placée assez singulièrement dans la vie pour avoir assisté aux courses de la Quintaine et à la proclamation des droits de l'homme, pour avoir vu flotter la bannière des comtes de Combourg et le drapeau de la Révolution. Je suis comme le dernier témoin des mœurs féodales. C'est de l'impression qu'elles ont faite sur mon éducation et du caractère de mon esprit en contradiction avec ces mœurs. Que s'est formé en moi ce mélange d'idées chevaleresques et de sentiments indépendants que j'ai répandus dans mes ouvrages. Gentilhomme et écrivain, j'ai été bourboniste par honneur et royaliste par raison, républicain par goût. La société que l'on voyait au château se composait des bourgeois du village et des gentilshommes voisins. Que de fois sur un théâtre plus éclatant, j'ai regretté le petit monde où se cacha ma jeunesse. Quand le ciel eut disposé de moi à 12 ans, il ne m'aurait dérobé qu'à une renommée qui m'ennuie à des chagrins dont je ne vois point le terme. Et pourquoi rogirais-je de parler des honnêtes gens qui furent mes premiers amis à Combourg ? Notre vanité met trop d'importance au rôle que nous jouons dans le monde et le bourgeois de Paris rit du bourgeois d'une petite ville. La noblesse de cour se moque du gentilhomme de province, l'homme connu dédaigne l'homme ignoré, sans songer que le temps fait également justice de leurs prétentions et qu'ils sont tous également ridicules ou indifférents aux yeux des générations qui se succèdent. Le premier habitant de Combourg était un monsieur Potelet, ancien capitaine de vaisseau de la Compagnie des Indes, qui redisait de grandes histoires de Pondichéry. Comme il les racontait les coudes appuyés sur la table, mon père avait toujours envie de lui jeter son assiette à la tête. Venant ensuite l'entreposeur de tabac, monsieur de la Billardière, père de famille qui comptait 12 enfants, comme Jacob, 9 filles très laides et 3 garçons dont le plus jeune, David, était mon camarade de jeu. Le bonhomme s'avisa de vouloir être noble en 1789. Il prenait bien son temps. Dans cette maison, il y avait force, joie, mais beaucoup de dettes. Dans cette maison, le sénéchal Guesbert, dont le fils est devenu pendant quelque temps mon secrétaire, le procureur fiscal Petit, le receveur Corvézier, le chapelain l'abbé Charmel, voilà la société de Combourg. On se souvient peut-être que je n'ai jamais
rencontré à Athènes des personnages beaucoup plus célèbres. Messieurs du Petit Bois, de Château d'Assy, de Tinténiac, descendants du fameux Tinténiac du combat des 30, un ou deux autres gentilshommes des environs venaient le dimanche entendre la messe à la paroisse et dîner au château. Nous étions plus particulièrement liés avec la famille de Monsieur de Trémaudan. Cette famille se composait du mari, de la femme extrêmement belle et d'une sœur de plusieurs enfants également. Elle était pauvre, elle habitait une espèce de métairie qui n'attestait sa noblesse que par un vieux colombier. Et les Trémaudan vivent encore dans une extrême vieillesse. Plus sages et plus heureux que moi, ils n'ont point perdu de vue les tours du château que j'ai quitté depuis 30 ans. Ils font encore ce qu'ils faisaient lorsque j'allais manger du pain à leur table hospitalière. Ils ne sont point sortis du port dans lequel je ne rentrerai plus. Peut-être parle-t-il de moi au moment même où j'écris cette page. Je me reproche comme une sorte de crime de tirer leur nom de sa protectrice obscurité. Je sais qu'ils ont douté longtemps que l'homme dont ils entendaient parler fut le petit chevalier qu'ils avaient connu. Le curé de Combourg, qui est encore celui dont j'écoutais les prônes, a montré la même incrédulité. Il ne se pouvait persuader que le polisson, ami des paysans et des gardes-chasse, fût le défenseur de la religion. Il a fini par le croire. Il me cite dans ses sermons après m'avoir tenu sur ses genoux. Ces dignes gens qui ne mêlent à mon image aucune idée étrangère, qui me voient telle que j'étais dans mon enfance et dans ma jeunesse, me reconnaîtraient-ils aujourd'hui à travers les marques du temps et de l'adversité? Je serais peut-être obligée de leur dire mon nom avant qu'ils voulussent me presser dans leurs bras. Je porte malheur à mes amis, un garde-chasse appelé Raoul, qui s'était particulièrement attaché à moi pendant mes premières vacances à Combourg. Il fut tué par un braconnier. Ce meurtre me fit une impression extraordinaire. Mon imagination me représentait mon pauvre ami tenant ses entrailles dans ses mains et me traînant à une chaumière prochaine où il expira. Je conçus pour la première fois l'idée de la vengeance. J'aurais voulu me battre avec l'assassin. Sous ce rapport, je suis singulièrement née. Dans le premier moment d'une offense, je la sens à peine, mais elle se grave dans ma mémoire. Son souvenir, au lieu de s'éteindre en moi, ne fait qu'augmenter. Il dort quelquefois dans mon cœur des mois, des années entières, et puis il se réveille, à la moindre circonstance, avec une force nouvelle, et ma blessure devint plus vive encore que le premier jour. Mais si je ne pardonne point à mes ennemis, eh bien du moins, je ne leur fais aucun mal. Je suis rancunier, je ne suis point vindicatif, ai-je la puissance de me venger. À l'instant, j'en perds l'envie. Je ne suis dangereux que dans le malheur, et ceux qui ont cru me faire céder en m'opprimant se sont étrangement trompés. L'adversité est pour moi ce qu'était la terre pour hanter. Je reprends de nouvelles forces dans le sein de ma mère, et si jamais le bonheur m'avait enlevé dans ses bras, il m'eût peut-être étouffé. Je retournai à Dole, à mon grand regret. L'année suivante, le projet de descente en Angleterre fit former un camp auprès de Saint-Malo. Des troupes furent cantonnées à Combourg, et mon père voulut bien, par courtoisie, donner un appartement dans son château au colonel des régiments de Touraine et de Conti. L'un était le marquis de Saint-Simon et l'autre le comte de Causans. J'ai éprouvé un sensible plaisir en retrouvant ce dernier distingué par ses vertus chrétiennes dans cette chambre de députés qui fera à jamais l'honneur et les regrets de la France quand le temps des factions sera passé et celui de la justice venu, dans cette chambre que la Providence avait envoyée pour sauver la France, qui n'a pu être cassée que par un véritable crime politique et dont la gloire survivra à la renommée des misérables ministres qui s'enfuirent les persécuteurs. L'orgueil de mon père était plus grand que son avarice. Vrai seigneur de château, 30 officiers étaient tous les jours invités à sa table, et ces hôtes étrangers dérangèrent
mes plaisirs pendant les vacances. Les plaisanteries des officiers me déplaisent. Les soldats troublaient la paix de mes bois, et c'est pour avoir vu un jour le colonel en second du régiment de Conti, le marquis de Vignacourt, galoper sous des arbres que des idées vagues de voyage me passèrent par la tête. L'accent des soldats gascons et auvergnats me faisait aussi une grande impression. Je me figurais que ces gens-là venaient au bout de la terre. Et quand j'entendais quelques officiers parler de Paris et de la cour, je devenais triste. Je cherchais à deviner ce que c'était que la société. J'entrevoyais quelque chose de confus, de lointain. Je supposais des choses cachées, des mystères. Mais bientôt, je me troublais. Des tranquilles régions de l'innocence, en jetant les yeux sur le monde, j'en avais des vertiges. Comme la tête tourne lorsqu'on regarde la terre du haut des tours qui se perdent dans le ciel, je reculais effrayée et me retrouvais avec joie le petit François, dans la retraite de mes bois, à l'abri de l'amitié de mes sœurs et sous l'aile de ma mère. La 3e année de mon séjour au collège de Dole fut marquée par quelques changements dans l'intérieur de ma famille. Mes 2 sœurs aînées se marièrent. Marianne épousa le comte de Marigny et Bénigne le comte de Québriac. Elles suivirent leur mari à Fougères et ce fut le commencement de la séparation d'une nombreuse famille dont tous les membres devaient bientôt se disperser comme des oiseaux qui s'envolent pour jamais du toit paternel. Mes sœurs furent mariées le même jour, à la même heure et au même hôtel. Elles pleuraient, ma mère pleurait aussi, et je fus frappée par cette douleur dans une cérémonie qui semblait ne devoir respirer que la joie. Je comprends aujourd'hui cette tristesse et je n'assiste pas à un baptême, à un mariage sans sourire amèrement ou sans éprouver un serrement de cœur. Après le malheur de naître, je n'en connais pas un plus grand que celui de donner le jour à un homme. Cette année commença une révolution dans mes idées comme dans ma famille. Le hasard fit tomber entre mes mains 2 livres bien différents par leur nature. L'un était un Horace non châtié, l'autre une histoire effrayante de confection mal faite. Le bouleversement que ces 2 livres firent dans ma tête est incroyable. Un monde mystérieux s'éleva autour de moi et je découvrais d'un côté des secrets incompréhensibles à mon âge. Je soupçonnais d'une autre existence que la mienne, d'autres plaisirs que ceux de mes jeux, des charmes inconnus où je n'avais vu qu'une mère et une sœur, et d'un autre côté des spectres traînant des chaînes et vomissant des flammes m'annonçaient des supplices éternels pour un seul péché dissimulé. Je perdis le sommeil. Je fus saisie de terreur. La nuit, je croyais voir des mains noires passer à travers mes rideaux, où je poursuivais des images un peu moins terribles, mais encore plus dangereuses. Et alors, je vins à penser avec raison que ces derniers fantômes étaient réprouvés par la religion, et cette idée accrut les frayeurs que j'avais des ombres infernales. Je cachai profondément mes espérances et mes craintes, et je devins rêveur et mélancolique. Mes yeux se creusèrent, ma voix s'altéra. Je cherchais dans le ciel et dans l'enfer l'explication d'un double mystère. Et frappée à la fois au moral et au physique, je luttais encore avec une innocence contre les premiers orages d'une passion prématurée et les terreurs de la superstition. Dès lors, je sentis en moi les premières étincelles d'un feu que rien n'a pu éteindre. J'expliquais le 4e livre de l'Énéide et je lisais le Télémaque. Tout à coup, j'ai découvert dans Didon et dans Eucharis des beautés qui me ravirent. Je devins insensible à l'harmonie de ces vers admirables et de cette prose antique. Je traduisis un jour à livre ouvert l'Enneadum Genitrix de Lucrèce avec autant de vivacité que Monsieur Ego, étonné, m'ôta brusquement le poème et me jeta dans les racines grecques de la littérature. J'attrapais un tibule quand j'arrivais au vers enchanteur de la première élégie. Excusez pour mon latin. Quam juvat imites ventos audire cubantem.
Ce double sentiment de volupté et de mélancolie sembla me révéler ma propre nature. Tout devient poison dans le vase qui commence à s'altérer. Les volumes de Massillon qui contenaient les sermons de la pécheresse et de l'enfant prodigue ne sortaient plus de mes mains et on me laissait les lire. Car on ne pouvait pas se douter de ce que j'y trouvais. Je dérobais de petits bouts de cierge dans la chapelle pour lire la nuit ces descriptions trop séduisantes du désordre des passions. Je m'endormais en balbutiant des phrases incohérentes où je tâchais de mettre la douceur, le nombre, la grâce d'un des plus grands peintres du cœur humain. Si j'ai moi-même dans la suite peint avec quelques vérités les passions mêlées aux sentiments religieux, je suis persuadée que j'ai dû ce succès au hasard qui me fit connaître deux empires si divers et toujours ennemis. Les ravages que fit en moi un mauvais livre furent balancés et arrêtés par les frayeurs qu'un autre livre m'inspira. Et celles-ci furent comme adoucies par les molles pensées que m'avaient laissées des tableaux criminels. Une nature, triste et tendre comme la mienne, était propre à recevoir de pareils germes. Aussi se développèrent-ils avec beaucoup d'énergie. Ce qu'on dit d'un malheur, qu'il n'arrive jamais seul, on peut le dire d'une passion. Elles viennent ensemble, comme les muses ou comme les furies. Avec le vague penchant qui commençait à me tourmenter, naquit chez moi le sentiment de l'honneur, principe exalté qui élève un simple besoin à la dignité d'un sentiment et maintient le cœur incorruptible au milieu de la corruption, sorte de passion réparatrice que la nature a placée auprès d'une passion dévorante, comme la source inépuisable des prodiges que l'amour demande et des sacrifices qu'il exige. Lorsque le temps était beau, les pensionnaires du collège sortaient le jeudi, le dimanche, sous la conduite du préfet de semaine. Nous allions souvent nous promener dans une petite montagne isolée au milieu des marais, appelée le Mont Dol, au haut duquel on voit des ruines druidiques. Du sommet du Mont Dol, on aperçoit la mer et les vastes marais couverts d'une multitude de feux follets pendant la nuit. Un autre but de nos promenades était le séminaire d'Eudyste dont j'ai parlé. Un jour donc, on nous avait conduits à ce séminaire et on était au mois de mai. On nous laissait une grande liberté de jeu, mais il était expressément défendu de monter sur les arbres pour dénicher des œufs d'oiseaux. Le préfet de semaine, qui se trouvait être l'abbé Égaud, nous avait établis dans une prairie et s'était éloigné du bruit pour dire son bréviaire. La prairie était bordée d'arbres, et tout en haut du plus grand était un nid de pie sur lequel nous voyions la mer. Et nous voilà tous dans l'admiration, nous montrons mutuellement la pie et pressés au plus vif désir de se saisir une si belle proie, mais qui oserait tenter l'entreprise. L'ordre était si sévère, le régent si près et l'arbre si haut, que tous les yeux se tournèrent vers moi et je grimpai aux arbres comme un chat. J'hésite un moment. Enfin, l'honneur l'emporte, je me dépouille de mon habit, j'embrasse l'arbre fatal et je commence à monter. Ce sera tout pour cet épisode, mais je vous propose de nous retrouver très très prochainement pour la suite des aventures de François-René de Chateaubriand avec son œuvre Mémoire d'outre-tombe. Avant cela, n'oubliez pas de nous retrouver dès à présent sur les réseaux sociaux. Je me répète, mais c'est simple. Vous connaissez le principe, il vous suffit d'aller sur Facebook tout simplement et de taper Facebook ou Twitter, ça dépend, de taper #VBN, mais ce n'est pas tout, petite nouveauté de la rentrée, puisque figurez-vous que toute l'équipe de l'émission, notamment également la direction de la chaîne, vous propose de vous donner la parole et on a envie donc que vous vous exprimiez
continuer sur un thème précis qui est l'amour, en tout cas la rencontre amoureuse. Et si par hasard vous aviez envie de partager avec nous un coup de cœur ou une relation impossible, une passion peut-être, un amour inavoué ou encore une déception amoureuse, une rupture, une séparation, une trahison, enfin tout peut arriver. Ou juste simplement peut-être également une réflexion sur l'amour en général et sur la complexité que cela représente de le trouver, eh bien vous n'hésitez pas, vous nous écrivez, vous m'écrivez, vous venez partager avec moi vos histoires sur le canapé de Voyage au bout de la nuit. C'est simple, sur Facebook, Laura Guézen officielle, ou sur la page de l'émission directement, le Voyage au bout de la nuit, également aussi. Vous pouvez nous écrire ici au siège à Boulogne-Billancourt, dans les studios de l'émission. Je me ferai une joie de vous lire, et spécialement de vous lire à l'antenne sur le canapé de Voyage au bout de la nuit. J'attends vos textes avec impatience. Je vous embrasse et je vous retrouve très prochainement pour la suite. Bonne soirée.